Bonjour et bienvenue dans la revue de presse hebdo et audio du secteur retail e-commerce en France, proposée par les Digital Doers en partenariat avec le One-to-One Retail e-commerce de Monaco. Nous sommes le 21 novembre. Après le résumé de l'actualité, je vous propose 4 articles cette semaine. Le marché mondial du luxe se stabilise mais fait face à un changement tectonique, à lire sur BFM TV. E-commerce durable, l'écart se creuse entre champions et retardataires, à découvrir sur e-commerce mag. Le Made in France générerait 2,4 fois plus de retombées que l'import textile, à lire sur Fashion Network. Et enfin, jouets, un marché en pleine vitalité, à lire sur e-commerce mag. Je vous le rappelle, sur le site lesdigitaldoers.com, vous avez accès à une revue de presse éditée sur LinkedIn et qui rassemble les articles publiés dans la semaine sur les sites de news de notre écosystème. Vous pouvez vous y abonner pour recevoir chaque vendredi un digest de l'actualité dans votre boîte email de cette revue de presse. Je vous lis sans interprétation une sélection de quelques articles qui m'ont semblé pertinents à partager. Enfin, cette semaine, je vous invite à écouter l'épisode 241 et c'est un épisode réellement exceptionnel. J'y reçois Jean-Christophe Sibon, le CEO de la plateforme Les Bienfaiteurs, qui livre un témoignage absolument unique d'une sincérité rare dans notre écosystème. Il raconte de l'intérieur comment une entreprise en vient à demander un redressement judiciaire. Il détaille la procédure, l'audience devant le tribunal de commerce, les conséquences immédiates de la décision, mais aussi les émotions, les doutes, la solitude et l'impact sur sa vie personnelle. C'est un récit fort, profondément humain, qui éclaire ce que vivent en silence tant d'entrepreneurs. Un épisode indispensable, à la fois utile, transparent et d'une grande humilité. Je vous souhaite une bonne écoute, évidemment toujours sans coupure, enfin presque pour l'épisode en question. À bientôt. Dans l'actu en bref, alors que les tensions économiques se multiplient, le commerce français dévoile cette semaine un paysage en mouvement traversé par des forces contraires qui redessinent en profondeur ses équilibres. Les faits mis en perspective composent un récit où se croisent souveraineté économique, fragilité des modèles historiques et réallocation des désirs de consommation. Ainsi, le mouvement d'hostilité croissante envers l'ultra low cost venu de Chine s'intensifie. Pour la première fois, 12 fédérations et plus d'une centaine d'enseignes engagent une action judiciaire coordonnée contre Chine afin de faire reconnaître plusieurs années de pratiques jugées déloyales. Alors que les contrôles douaniers révèlent des taux massifs de non-conformité, la réponse politique se durcit également, puisque l'Assemblée nationale adopte une taxe de 2 € sur les petits colis extra-européens destinée à financer une montée en puissance des équipements de contrôle. En outre, les difficultés réglementaires de Temu, confrontées à la fin des franchises douanières américaines et au durcissement européen, confirment que l'ère du laisser-faire touche à sa fin. Selon l'étude de l'IUT sur le textile, renforce cette dynamique en montrant que chaque euro produit localement génère 2,4 fois plus de retombées économiques qu'un produit importé. Ensuite, le commerce physique poursuit sa recomposition. D'un côté, Claire's sauve près de la moitié de ses magasins et 450 emplois. Quoique le redressement judiciaire révèle une fragilité structurelle liée à l'érosion des ventes et à la dépendance aux importations. De l'autre, Casino prépare une nouvelle restructuration de dette 2 ans seulement après la précédente afin d'éviter une impasse financière programmée. Ces signaux mis en parallèle avec les données de Procause confirment l'essoufflement du commerce spécialisé. La fréquentation recule, les centres commerciaux s'affaiblissent et seuls quelques segments, culture, cadeaux et jouets, échappent à cette inertie. Pourtant, derrière cette stagnation générale, le marché du jouet raconte une toute autre histoire. Grâce à une anticipation retrouvée des achats et à un engouement croissant des adultes, le secteur affiche l'une des meilleures croissances de l'année. Les ventes progressent à un rythme inédit depuis le début des années 2000, alors que les enseignes structurent désormais une offre dédiée aux kidultes. Parallèlement, la seconde main s'installe comme un pilier à part entière puisque King Jouet déploie King's Occasion et que Jouet Club renforce son troc aux jouets.
En arrière-plan, les fabricants accélèrent leur capacité de production pour répondre à des commandes parfois passées 9 mois à l'avance, ce qui révèle un besoin d'agilité logistique rarement atteint. Parallèlement, le numérique traverse une semaine révélatrice. D'une part, l'étude de Content Square Foundation démontre que 94% des sites e-commerce demeurent partiellement inaccessibles alors que la directive européenne impose désormais une conformité stricte. Cette exclusion numérique touche des millions d'Européens et représente en conséquence un risque commercial majeur. D'autre part, le baromètre Converteo confirme que la durabilité reste un chantier inachevé. Si quelques champions tels que Decathlon, Darty ou Boulanger accélèrent, près d'un tiers des acteurs stagnent ou régressent, notamment sur la transparence carbone et la logistique bas carbone. Dans le même temps, Alibaba.com dévoile son IA Mode, une technologie agentique capable d'automatiser le sourcing B2B, d'interpréter des besoins complexes et de révéler une offre invisible de fournisseurs. Cette innovation illustre l'entrée du commerce mondial dans une ère où l'IA devient avant tout un système d'exploitation. Or, cette accélération technologique rappelle également la fragilité de l'infrastructure numérique. La panne géante de Cloudflare provoquée par un simple fichier mal dimensionné a suffisamment ralenti une partie du web mondial pour perturber l'activité de milliers d'entreprises. Enfin, le marché du luxe confirme une mutation profonde. Après des années d'expansion portées par le désir de possession, la consommation se tourne désormais vers des expériences, voyages, gastronomie, bien-être. Les hausses de prix successives ont contribué à une réduction du nombre de clients. Cependant, la valeur globale du marché demeure élevée grâce à une clientèle haut de gamme qui réalloue ses dépenses vers des formes d'hédonisme plus immatérielles. Cette bascule structurelle, qualifiée de changement tectonique, éclaire d'un jour nouveau l'ensemble des arbitrages observés dans le commerce. Ainsi, de la souveraineté commerciale à l'inclusion numérique, du retour des achats anticipés à la montée en puissance de l'IA agentique, le commerce français avance dans un monde où les lignes de force évoluent rapidement, mais où l'enjeu demeure identique: préserver la confiance, renforcer la résilience et répondre aux désirs des consommateurs avant que les transformations ne deviennent irréversibles. Les clients préfèrent désormais les voyages au sac à main. Le marché mondial du luxe se stabilise, mais fait face à un changement tectonique. À lire sur BFM Business en date du 20 novembre. Si le marché mondial du luxe devrait se stabiliser en 2025, le secteur perd encore chaque année 10 à 20 millions de clients. Outre la hausse des prix, les dépenses sont désormais plus axées vers le voyage, la gastronomie ou le bien-être. Malgré des vents contraires, le marché du luxe mondial se stabilise avec 1440 milliards de revenus attendus en 2025. On termine beaucoup mieux l'année que ce qu'on avait anticipé, souligne Joëlle de Montgolfier, directrice du pôle luxe de Bain & Company. Au printemps, les auteurs de l'étude, réalisée en partenariat avec la fondation Alta Gamma, qui réunit les grands noms du luxe italien, avait en effet envisagé un recul de 2 à 5% des ventes sur l'année 2025. Après un début d'année difficile, les ventes aux États-Unis, l'un des principaux marchés du luxe qui avait pâti du début du mandat de Donald Trump et des annonces de droits de douane, se sont redressées depuis le mois de mai, selon Joëlle de Montgolfier, alors que le marché chinois semble également se stabiliser. Mais après un pic à 400 millions de consommateurs en 2022, le secteur du luxe perd chaque année des clients, au rythme de 10 à 20 millions de clients encore cette année, pour atteindre 340 millions, prévient-elle. Une des raisons de cette désaffection est la hausse des prix qui continue, alors qu'on avait alerté l'année dernière sur le fait que les prix étaient assez élevés, souligne la spécialiste du secteur. Aujourd'hui, même les lunettes ou les produits de beauté, qui étaient l'entrée de gamme dans le luxe il y a 10 ans, ont vu leur prix augmenter. Les dépenses diminuent en fréquence, les consommateurs se tournent vers des plaisirs plus modestes, des promotions, préviennent les auteurs de l'étude. De la possession à l'expérience, un changement tectonique pour le luxe.
Les gens qui veulent quand même avoir une touche de luxe dans leur vie se tournent désormais vers les restaurants ou le bien-être, comme les spas, où finalement pour 200-300 euros, vous allez avoir une expérience de luxe, alors que vous ne pourrez pas vous acheter un pot de crème pour ce prix-là, souligne Joël de Montgolfier. Mais cette tendance d'expérience, plutôt que de produit, ne concerne pas uniquement la clientèle dite aspirationnelle, c'est-à-dire celle qui souhaite entrer dans le monde du luxe. Il s'agit, selon l'étude, d'une tendance mondiale persistante qui touche aussi les plus aisés, qui représentent 2% de la clientèle, mais 45% des dépenses. Après l'ère de la frénésie d'achat, les expériences et les émotions sont devenues le véritable moteur de la croissance du luxe, a déclaré Claudia Darpapizio, responsable du pôle mode et luxe chez Bain Company. L'étude qualifie cette évolution de changement tectonique vers des expériences de luxe, croisières hôtelières, gastronomie haut de gamme, au détriment des biens traditionnels, y compris l'automobile de luxe. Les gens sont moins dans la possession que dans une forme d'hédonisme et de jouissance, et donc il y a une réallocation des dépenses depuis tout ce qui est achat de produits vers tout ce qui est lié au voyage ou à l'art de vivre, selon Joël de Montgolfier. Ainsi, le marché mondial des biens personnels de luxe, mode, maroquinerie, joaillerie, horlogerie et beauté, devrait rester globalement stable cette année par rapport à l'année précédente, avec une valeur estimée à 358 milliards d'euros en 2025. Les ventes de voitures de luxe devraient reculer de 6%, celles de vins et spiritueux de 5%, celles d'œuvres d'art de 9%, alors que les ventes de gastronomie devraient progresser de 5% et celles de croisière de 10%. E-commerce durable, l'écart se creuse entre les champions et les retardataires, à lire sur e-commercemag.fr en date du 19 novembre. La troisième édition du baromètre e-commerce durable 2025 de Converteo révèle une fracture sectorielle entre les leaders qui consolident leur modèle, tandis que près d'un tiers des 50 plus grandes enseignes françaises accumulent du retard face à la réglementation. L'étude annuelle de Converteo, cabinet de conseil expert en data, IA et agentique, confirme que le marché du commerce électronique fonctionne désormais à deux vitesses. L'analyse qui évalue les pratiques de responsabilité environnementale et sociétale des 50 e-commerçants les plus importants en France, selon 42 critères, montre un écart entre les meilleures et les moins bonnes performances, écart qui atteint un niveau record. Alors que le taux de complétion moyen des critères observés plafonne à 41% pour la première année, 15 enseignes restent en dessous du seuil des 30%. Sylvain Defay, senior manager et responsable RSE chez Converteo, alerte sur cette situation, décrivant ce fossé comme le symptôme d'un secteur à plusieurs vitesses où certains acteurs semblent assumer de ne pas investir dans la durabilité. Ce manque d'investissement expose ces enseignes à des risques financiers et réputationnels importants, surtout en prévision de l'adoption de la loi anti-fast fashion. Cette législation prévoit notamment l'instauration d'une pénalité écologique de 5 euros par article, montant qui sera porté à 10 euros en 2030. Chine, avec un score faible de 16% de critères remplis, représente un modèle ultra intensif que le législateur cherche à encadrer. Les acteurs technologiques et le sport en tête. Heureusement, certains champions continuent de faire progresser le marché. Decathlon maintient sa première position pour la troisième année consécutive, affichant un taux de complétion de 79%. C'est le seul acteur du panel à détenir la certification B Corp. D'autres enseignes majeures comme Darty et Leroy Merlin affichent également des taux élevés à 67%, structurant des modèles de circularité. Le secteur de la haute technologie se distingue avec Darty, Fnac, Boulanger et Apple, figurant tous dans le top 10. Les 6 acteurs tech du panel se classent parmi les 20 premiers. Boulanger est particulièrement dynamique, notamment grâce à son approche axée sur la seconde vie, incluant sa stratégie Second Life, son club Infinity et les services de location. Régression notable et
levier inexploité. Au-delà de la stagnation générale, certains e-commerçants enregistrent des baisses de performance inquiétantes. 8 enseignes ont connu une chute de plus de 10 points, y compris Showroom Privé et Adidas. Ces reculs sont souvent attribués à l'arrêt d'initiatives RSE qui avaient été lancées lors de la période Covid, telles que la réparation ou le reconditionné. La logistique est un domaine où les contradictions sont particulièrement visibles. L'offre de livraison en mobilité douce s'est effondrée, passant de 22 à 10%. Par ailleurs, seulement 42% des enseignes publient l'intégralité de leurs émissions carbone. L'affichage de l'empreinte carbone produit par produit reste extrêmement faible, stagnant à 6%. Enfin, les outils de convergence collective peinent à mobiliser les acteurs, avec le contrat climat ne ralliant que 38% des enseignes et la charte e-commerce durable à peine 28%. Ce fossé croissant indique que si les leaders déploient des modèles circulaires et durables, la majorité du marché doit encore transformer ses intentions en actions vérifiables pour éviter l'impact des futures sanctions. Le Made in France générerait 2,4 fois plus de retombées que l'import textile, à lire sur Fashion Network en date du 18 novembre. Une entreprise textile française dont la production est localisée occasionne pour l'économie française des retombées atteignant 84% de son chiffre d'affaires contre 35% de retombées fiscales pour un importateur, indique une enquête commanditée par l'Union des industries textiles, UIT, et l'Union des industries textiles et habillement Nord, UITH. Menée par KPMG, cette étude évalue qu'une entreprise textile française génère des retombées économiques directes, salaires, sous-traitance, achats de locaux, à hauteur de 62% de son chiffre d'affaires, s'y ajouterait 15% de retombées fiscales et sociales, sans oublier 7% liés à la consommation indirecte soumise à la TVA, soit 84% de son chiffre d'affaires réinjecté dans l'économie nationale sous forme de retombées économiques et fiscales, notent les instances fédérales. Plus la production est localisée, plus les retombées économiques et fiscales augmentent. Les deux instituts pointent la comparaison avec les importateurs français dont les retombées n'excéderaient pas 35%. La part grimperait à 65% chez les entreprises textiles mêlant importation et production locale dans leurs offres. Le chiffre tombe logiquement à zéro pour les fournisseurs basés à l'étranger. L'étude imagine par ailleurs ce que produirait une décote faciale sur le prix, à savoir une réduction proportionnelle aux retombées économiques sur l'économie française. Cette réduction pourrait atteindre 46% dans un cadre de production locale, 39% pour une production mixte et 26% pour un modèle centré sur l'import. Pour les fédérations, ces chiffres soulignent une nouvelle fois le besoin impérieux de faciliter l'accès des fabricants locaux au marché public, notamment en limitant la complexité des appels d'offres, en révisant les seuils restrictifs et en valorisant les retours sur investissement sociaux. Ce soutien permettrait notamment de renforcer les effets d'entraînement territoriaux. Une production locale bien structurée, réseau d'ateliers, entreprises d'insertion, sous-traitance de proximité, génère un impact socio-économique fort, estiment les instances sectorielles. Elle rappelle par ailleurs les enjeux de coût de l'énergie et des matières premières importées, ainsi que la sous-utilisation de certains sites industriels français existants. La filière textile française est composée de quelques 2400 entreprises et 58 550 emplois, ayant généré l'an passé 16,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires, dont 13,3 milliards d'euros à l'export. L'UIT a récemment signé avec 21 fédérations européennes du textile habillement un appel commun adressé à la Commission européenne pour que des mesures soient prises face aux géants chinois de l'habillement à très bas prix, dont Temu et Shein. Jouets, un marché en pleine vitalité porté par l'anticipation et les adultes, à lire sur e-commercemag.fr en date du 20 novembre.
Sur un marché en nette progression et une dynamique d'achat anticipée, le secteur du jouet entame la saison de Noël avec confiance. King Jouet et Jouet Club, deux poids lourds du retail, dévoilent leurs tendances, leurs organisations et les comportements d'achat qui fonctionnent en 2025. Le marché du jouet retrouve un souffle puissant en 2025. Depuis le début de l'année, le marché est à plus 9,3% selon Circana. Il faut remonter aux années 2000 pour retrouver une telle progression, observe le directeur général adjoint du pôle produit chez King Jouet. L'enseigne fait d'ailleurs mieux, portée par une excellente dynamique. Nous sommes à plus 12,8% en year-to-date, une année que l'on peut qualifier comme très bonne. Cette vigueur tient notamment à un comportement nouveau, l'anticipation, alors que 2024 avait marqué un basculement massif vers les achats de dernière minute. 2025 renoue avec une préparation précoce. On voit cette avance dans le temps. Les parents ont donné le catalogue aux enfants dès les vacances de la Toussaint et les ventes ont accéléré à partir d'octobre, note Johan Boiscoub. Chez Jouet Club, même constat, un marché d'offres qui impose d'importantes commandes en amont. Certaines commandes de Noël sont passées dès mars. Les fabricants produisent maintenant pour 2026, souligne son porte-parole Franck Mettet. Des catalogues toujours importants, un marketing omnicanal. Le catalogue papier conserve une place stratégique dans un univers pourtant fortement digitalisé. King Jouet a imprimé 6 millions d'exemplaires cette année. 2/3 sont distribués en boîte aux lettres, le reste en magasin, précise le dirigeant. Le numérique n'est pas en reste. Réseaux sociaux et affichage urbain viennent soutenir la visibilité de l'offre en fin d'année. Chez Jouet Club, pas de campagne événementielle, mais une dynamique réseau bien installée. 300 magasins, un parc stable et un plan de transformation en cours depuis le rachat de la Grande Récré il y a 3 ans. L'enjeu est d'organiser les deux enseignes pour qu'elles soient performantes au quotidien, explique Franck Matet. Construction, jeux, cartes et jeux de société, les locomotives du marché. Sans surprise, les grandes tendances convergent. La construction, dopée par Lego, domine très largement. Lego a le vent dans le dos toute l'année, avec notamment la Game Boy et le bateau One Piece qui cartonnent, souligne le représentant de King Jouet, qui revendique deux exclusivités phares, le Gremlins et le Greenlease. Jouet Club confirme cette puissance de la marque danoise. C'est la plus forte croissance du marché cette année. Lego s'est fortement renouvelé et a élargi ses gammes vers les adultes, ce qui renforce encore le phénomène. Sur ce terrain, Mattel fait aussi une percée avec sa nouvelle ligne Brick Shop. Cartes Pokémon et jeux de société restent également des valeurs sûres. On voit des files d'attente de 50 mètres en magasin le jour des sorties nationales, indique Franck Matet. Les petits jeux de cartes type Skijo maintiennent leur popularité, un prix raisonnable, beaucoup de créativité, un usage familial et intergénérationnel. L'innovation technologique attire également, consoles interactives, jouets à effet waouh, dinosaures à éclosion. Les jouets extraordinaires créent l'émerveillement chez l'enfant comme chez le parent, décrit Franck Matet. Les adultes, désormais moteurs du marché. Autre tendance, celle portée par les adultes, puisque le poids de ces acheteurs adultes devient massif. Chez King Jouet, il représente déjà 21% du chiffre d'affaires, 30% sur le marché français. Deux catégories tirent cette dynamique, la construction et les cartes stratégiques. Preuve que cet engouement, l'ouverture de 3 magasins King adultes à Marseille, La Défense et Nantes, sans oublier les corners dédiés aux kit d'adultes dans tous les magasins King Jouet. De son côté, Jouet Club adopte une approche différente. On ne parle pas de qui adulte, et ce sont des ados et des adultes tout simplement. La pop culture est devenue une part du quotidien. L'usage change aussi. L'adulte construit et expose, là où les enfants construisent et jouent. Une logique qui tire vers le haut la valeur moyenne des achats. La seconde main, un levier désormais majeur. Les deux enseignes ont intégré l'occasion au cœur de leur stratégie. King Jouet a déployé des corners King Occasion dans 10% des magasins. C'est un segment que nous voulons développer fortement. Jouet Club mise sur son service Troc aux jouets, présent dans 130 magasins. Tout ce qui nous est rapporté se revend très vite et un jouet d'occasion reste un jouet pour l'enfant, insiste Franck Matet.
Avec un prix moyen de 7 euros, l'offre séduit autant pour alléger le budget que pour désencombrer les foyers. Une logistique dimensionnée pour un marché d'anticipation. Entre septembre et décembre, King Jouet réalise 50% de son chiffre d'affaires. L'enseigne s'organise en conséquence. Notre dépôt de 42 000 m² passe de 90 salariés en janvier à 350 en fin d'année. Les livraisons sont avancées dès le mois d'août et les équipes magasins formées dès juin. Chez Jouet Club, la montée en puissance est similaire. Nos effectifs logistiques sont multipliés par 3 ou 4 selon l'intensité. Les magasins réceptionnent leur stock progressivement d'août à décembre pour absorber la masse. À l'heure où la filière du jouet conjugue anticipation accrue, montée en puissance des adultes et essor de l'occasion, une question s'impose désormais. Jusqu'où cette dynamique peut-elle pousser la transformation du secteur ? Entre innovation technologique, mutation culturelle et attentes nouvelles des familles, les prochains mois, voire les prochaines années, diront si ce rythme élevé s'installe durablement ou s'il marque le début d'un cycle encore plus ambitieux pour l'ensemble de l'écosystème du jouet. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'oublie pas de vous abonner à la revue de presse sur le site lesdigitaldoers.com. Si vous aimez l'exercice de cette revue de presse Retail e-commerce dans sa vision audio, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant des messages sur LinkedIn et mieux encore en la faisant connaître autour de vous. Enfin, un dernier message d'auto-promo avec les Digital Doers. Je produis des chaînes de podcasts thématiques pour les prestataires de services de notre écosystème. Donc, si vous souhaitez animer la prise de parole de votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé, alors contactez-moi. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.